Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier sur la stratégie de démembrement de l'immobilier d'entreprise. Cet atelier aura lieu en deux parties, la première qui se terminera à midi et la seconde de 14 h à 15 h. Pour animer cet atelier, nous avons fait appel aux meilleurs, Monseigneur Serge Anouchian et Maître Pascal Julien Saint-Amand. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent atelier. Messieurs, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons le plaisir avec Pascal d'animer en 2 heures cette session sur l'immobilier d'entreprise qu'on a surnommé plutôt SCI et démembrement, un duo toujours gagnant. Nous espérons vous en convaincre dans les 2 heures qui nous sont imparties et nous espérons aussi que vous serez très présents en début d'après-midi pour pouvoir tout à fait suivre les exemples précis. Alors, quelques petites plaisanteries sur le changement permanent. Certains disent que c'est le changement qui nous fait vivre dans nos rôles de conseil. Je pense qu'on est suffisamment adroit pour, malgré tout, parvenir à conseiller nos clients, même dans une stabilité qu'on a connue dans des temps anciens. Mais vous voyez que ce n'est pas une actualité très, très, très nouvelle, puisque dès moins 500 avant Jésus-Christ ou que ce soit en 1970, tout le monde se plaignait peu ou prou des changements incessants qui de temps en temps pouvait parfois fatiguer le conseil que nous sommes. Mais bon, donc trêve d'introduction, je vous propose de commencer avec un match entre l'impôt sur le revenu et l'IS. Et pour cela, Pascal, tu as la parole. Merci Serge, bonjour à tous. Donc effectivement, dans notre démarche, notre objectif c'est de faire un point sur le match d'abord IR-IS pour ensuite voir comment on peut aménager les modalités de détention tout en bénéficiant du régime IS, mais en essayant de tirer les avantages aussi du régime IR. On y reviendra tout à l'heure. Donc, si on reprend un petit peu la position de Bercy sur l'immobilier, on voit que depuis des années, on a un discours en fait politique dans lequel on nous explique qu'il faut qu'on construise à peu près 500 000 logements par an. Chaque année, on est surpris parce qu'on n'atteint pas l'objectif. Et quand on voit la fiscalité qu'on met en place sur l'immobilier, on ne comprend pas que finalement, ce soit une démarche très cohérente entre d'abord l'idée de dire il faut développer l'immobilier et de l'autre côté, matraquer l'immobilier. Alors, si on se refait un petit point historique pour s'en convaincre, avant 1965, au niveau des sociétés, on n'avait pas d'imposition sur les plus-values. Avant 1975, pour les personnes physiques, on n'avait pas d'imposition sur les plus-values. Donc, on voit qu'on alourdit la barque au fur et à mesure. Ensuite, on avait, en matière de revenus fonciers, cette possibilité des stratégies qui permettaient de générer du déficit foncier qu'on imputait sur le revenu global. Donc, on avait en fait une possibilité plus large que ce qu'on a eu par la suite, puisqu'ensuite, on est rentré dans une logique de cédules et de possibilité d'imputer les déficits uniquement au sein de chacune des cédules. Et puis, on a vu le régime en fait des plus-values immobilières qui a été modifié à de nombreuses reprises. Donc, à cet égard, en tout cas, l'enseignement que l'on a, c'est que tous les simulateurs qu'on a pu faire à une époque donnée, il ne faut surtout jamais les jeter parce que ça peut servir quelques années plus tard lorsque une nouvelle équipe vient remettre en place en fait un régime qu'on connaissait déjà par le passé. Alors, vous savez qu'en matière de plus-value immobilière, on a connu des régimes extrêmement variables, on a connu des régimes dans lesquels on avait une réévaluation des biens en fonction d'un coefficient de réévaluation des biens immobiliers. On a connu une période pendant laquelle on avait une exonération après 22 ans de détention, puis une période pendant laquelle on avait une exonération après 15 ans de détention. Et puis ensuite, on a eu la situation, le réveil brutal d'août 2011, dans lequel on a d'abord alourdi les taux, puisqu'on était passé de 16% à 19% pour le taux fixe. En plus de ça, s'ajoutaient les prélèvements sociaux, et là, on était passé de 12 à 13,5% à ce moment-là, donc ça avait alourdi la taxation, et puis surtout, on était passé d'une exonération après 15 ans à une exonération après 30 ans. Alors, ce point, c'est quand même toujours un point qui est très, très important et qu'il est important de souligner et de garder à l'esprit. Dans les stratégies patrimoniales qu'on peut mettre en place, c'est que l'on voit que quelqu'un qui est en train de tabler, quand il fait un comparatif entre une exonération tout de suite, un gain tout de suite et un gain à terme, eh bien, on voit bien que l'un et l'autre n'ont pas du tout la même valeur. Parce que le gain tout de suite, on est sûr de le faire, alors que le gain à terme, on n'est pas sûr du tout.
Et typiquement, l'évolution des plus-values immobilières, on l'a bien vu, à un moment, vous achetiez en vous disant dans 15 ans, je serai exonéré, donc je choisis ce régime-là. Et puis la 14e année, vous n'aviez toujours pas vendu et paf, la loi change et vous vous retrouvez avec une exonération à 30 ans qui vous est applicable simplement parce que vous n'aviez pas vendu. Donc ce qui compte, ce n'est pas le régime qui est applicable le jour où vous achetez, c'est le régime qui est applicable le jour où vous vendez. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Donc dans les stratégies, il faut toujours un tiers vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas. Donc, il faut toujours privilégier le gain immédiat plutôt que l'absence de gain à terme, en fait, tout bêtement. Alors ensuite, on a eu des mesures un peu plus ciblées, et ça, c'était la taxation, donc l'usufruit temporaire, de l'usufruit temporaire. Donc, vous vous souvenez qu'on avait des stratégies qui étaient assez efficientes, on y reviendra tout à l'heure, lorsque l'on cédait l'usufruit temporaire d'un bien qu'on détenait à sa société d'exploitation, par exemple, et que l'on pouvait sortir en régime de plus-value, donc souvent exonéré, plutôt que de toucher du revenu qui était lourdement taxé. Et ça, le législateur, donc moi je me souviens de premières opérations qu'on faisait dans les années 95, le législateur a sifflé la fin de la partie en 2012, donc on a quand même eu quelques années où on a pu bénéficier de ce régime de faveur. Et là, on voit bien qu'en tout cas, dans un certain nombre de cas, eh bien, on ne peut plus bénéficier des cessions d'usufruit temporaire et de ces régimes-là. Mais il reste tout un ensemble de cas dans lesquels on peut encore en bénéficier, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, la stratégie n'est pas morte du tout, elle est simplement réorientée, réorganisée, restructurée. Et ensuite, on peut noter également qu'en ce qui concerne le régime défavorable sur l'usufruit temporaire, eh bien, on a eu quelques atténuations qui ont été précisées au BOFIP, notamment sur les apports ou les cessions d'usufruit viager, qui désormais ne sont plus dans le champ de l'abus de droit fiscal et du régime défavorable que je rappelais à l'instant, qui conduisait à taxer donc les cessions d'usufruit à l'impôt sur le revenu au lieu de bénéficier du régime des plus-values immobilières. Donc, cession d'un usufruit viager, c'est les plus-values immobilières. Cession d'un usufruit temporaire, c'est le régime défavorable de la taxation à l'impôt sur le revenu. Alors, quand on fait le point maintenant aujourd'hui sur la situation, finalement, quelle est quand on est dans notre match IR-IS? Eh bien, d'un côté, on voit qu'on a une évolution extrêmement favorable au cours des dernières années sur les investissements par le biais des structures IS, qui finalement rendent l'investissement par le biais des structures IS plus intéressant aujourd'hui qu'il y a quelques années. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'on a eu le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique à 30%, est plus favorable que la taxation qu'on avait sur les dividendes antérieurement, où on était taxé à l'impôt sur le revenu sur 60% du dividende distribué et qu'on était taxé donc à son taux marginal d'imposition et qu'en plus, sur 100% du dividende, on payait les prélèvements sociaux. Le deuxième élément positif, c'est la suppression de l'ISF et le troisième élément positif, c'est la baisse de l'IS puisqu'on est passé tranquillement des 33 un tiers à 28 aujourd'hui et 25 demain, sans oublier qu'on a les 15%, donc un taux à 15%, comme vous le savez, dans la limite des 38 120 €, si bien qu'au niveau de la société, lorsqu'on a un revenu foncier qui est perçu par une société à l'IS, eh bien, on a une fiscalité qui finalement est assez favorable. Alors, quand on regarde le petit tableau comparatif que vous avez affiché, eh bien, on voit qu'on a pris deux hypothèses. L'hypothèse de quelqu'un qui avait un taux marginal d'imposition à 45%, et colonne de gauche, et puis quelqu'un qui avait un taux marginal d'imposition à l'IR à un taux de 41%. Et dans la colonne de droite, on a regardé ce qui se passait dans l'hypothèse d'un revenu perçu à l'IS. Et là, volontairement, on a retenu deux revenus de même montant avant imposition. Ce qui nous intéresse ici de mettre en évidence, c'est que même lorsque je perçois mon résultat par une société à l'IS, et même si j'envisage de tout redistribuer, eh bien, le choix de l'IS peut être plus intéressant que le choix de l'IR pendant la période de détention. Donc, alors même que je redistribuerai tout, là, on voit par exemple, si je suis à l'IR pour un résultat de 100 avant fiscalité, j'ai un impôt sur le revenu de 45, j'ai des prélèvements sociaux de 17,2%, ça me fait donc une fiscalité globale de 62,2%, et ça me donne donc un net après fiscalité de 37,8%.
Ça, c'est si j'ai un taux marginal d'imposition à 45%. Si j'ai un taux marginal d'imposition à 41%, eh bien, il me reste un net après fiscalité de 41,8. Et si, par contre, je suis à l'IS, que je paye mon IS à un taux de 28% et que je distribue le net qu'il me reste et que je paye mon PFU dessus, eh bien, je vois qu'il me reste un net de 50,4. Donc, on voit à l'IR, en ayant appréhendé la somme, j'ai plus de 37,8. En étant passé par une structure et en ayant supporté une imposition au niveau de la structure, puis une imposition personnelle au PFU, il me reste 50,4, c'est-à-dire un tiers de plus que ce montant-là. Donc, c'est tout à fait significatif et on voit bien que la donne a changé et qu'avec un IS à 25%, ce sera encore plus vrai. Donc, il est intéressant de garder ça à l'esprit. On est dans un environnement où les réflexes qu'on pouvait avoir il y a 3 ans, eh bien, on ne doit plus les avoir aujourd'hui parce qu'avec un PFU et un IS en baisse, eh bien, l'IS devient plus intéressant qu'il ne l'était par le passé. Est-ce que ça veut dire que dans tous les cas, l'IS est préférable? La réponse est non, et on y reviendra au travers de quelques exemples tout à l'heure. Mais ça veut dire que dans un certain nombre de cas, en tout cas, même avec la pénalisation de la sortie, eh bien, l'IS peut être une solution plus adaptée. Alors, on a aussi malheureusement des mesures qui sont un petit peu moins bonnes, parce que dans les bonnes nouvelles, on avait la suppression de l'ISF, mais dans les mauvaises nouvelles, sous l'angle de l'immobilier, eh bien, on a l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière. Bon, il faut bien noter que l'impôt sur la fortune immobilière a quand même, par rapport à l'ISF, plusieurs vertus. La première, c'est que comme les taux en matière d'impôt sur la fortune sont progressifs, eh bien, le fait que l'on ne taxe que l'immobilier et pas les autres biens fait que non seulement on gagne en base, mais on gagne aussi en taux, puisqu'on monte moins vite dans les tranches les plus élevées. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant. Le deuxième point qui est important également, c'est qu'en matière d'IFI, le champ des exonérations est plus large que ce qu'on avait en matière d'ISF pour l'immobilier, puisqu'en fait, on a une exonération de tout l'immobilier professionnel, mais on a une exonération également lorsqu'on ne remplit pas les conditions des biens professionnels soi-même à titre personnel, mais que le bien immobilier est affecté à un usage professionnel. Donc cet aspect-là est également positif. Bon, malheureusement, l'IFI, et si on peut revenir juste sur le slide précédent, l'IFI, malheureusement, n'est qu'un impôt sur le capital avec d'autres impôts sur le capital, hein, que ce soit les taxes foncières, et puis les taxes sur les locaux professionnels, par exemple. Et là-dessus, on ne peut que regretter qu'on ne fasse pas un seul gros impôt qu'on appellerait l'impôt sur la fortune, de manière que ça fasse plaisir à tout le monde, et dans lequel on grouperait la taxe foncière et l'impôt sur la fortune, parce que comme il y a beaucoup plus de gens qui payent la taxe foncière que l'IFI, eh bien, on toucherait beaucoup moins volontiers à l'IFI s'il y avait plus de gens qui étaient concernés. Alors, comme la taxe foncière, c'est typiquement un genre d'IFI, eh bien, ce serait assez logique de les regrouper. Ensuite, donc, ce qu'on constate, c'est cette lourdeur d'imposition sur l'immobilier avec un taux marginal d'imposition sur les revenus fonciers, avec les prélèvements sociaux qui s'appliquent, avec l'IFI, avec les taxes foncières, etc. On voit bien qu'on ne favorise pas l'immobilier, alors même que le discours politique est au contraire de favoriser l'immobilier. Alors, les raisons de ne pas espérer que ça s'améliore. On voit effectivement que sur le PFU, on a plutôt peur qu'il puisse y avoir un jour, en fait, une mesure généralisée qui limiterait le PFU, donc comme on le connaît dans certains domaines déjà, qu'on ne puisse plus bénéficier du PFU au-delà des 10% du capital, d'un montant de distribution supérieur à 10% du capital, etc. Cette mesure-là pourrait tout à fait s'étendre à d'autres régimes. On pourrait aussi imaginer, hein, dans les idées qui traversent parfois l'esprit du gouvernement, la volonté de supprimer le PFU quand on est dans des sociétés immobilières ou à prépondérance immobilière. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de projet qui soient prêts et qui doivent être adoptés dans ce sens-là, mais on a toujours un petit peu cette crainte-là. On s'inquiétera également du fait que le Conseil des prélèvements obligatoires, hein, qui est au sein de la Cour des comptes, est toujours de drôles d'idées, et en particulier la volonté de revoir à la baisse les abattements en matière de plus-value immobilière, alors même que le régime est déjà pas mal durci. Également, tout le côté supprimer les avantages donc, liés aux locations en meublé, dans la mesure où les locations en meublé bénéficient d'un régime
plus favorable puisqu'il y a l'amortissement du bien et qu'on ne le reprend pas dans le LMNP. Hein, on peut bénéficier d'un amortissement du bien pendant la période de détention qui n'est pas repris au moment de la cession. Donc, ces régimes-là sont un peu dans le collimateur et il n'est pas impossible qu'ils disparaissent dans les années à venir. Et enfin, on rappellera cette proposition également d'alourdir les droits de succession. Et donc, la volonté en fait d'alourdir les droits de succession s'expliquerait pour favoriser les donations. C'est-à-dire que si les successions deviennent encore pires, eh bien, les gens seront encore plus incités à donner. Donc là, on marche vraiment sur la tête. À l'époque, on trouvait qu'un taux maximum de donation à 20%, ça c'était au moment de Mitterrand, c'était quelque chose de complètement délirant. Aujourd'hui, on est à 45% et il y a des gens qui veulent en ligne directe, hein, on atteint les 45%. Et il y a encore des gens qui pensent que ce serait mieux d'alourdir encore tout cela. Donc, on a quand même toujours un petit peu ces inquiétudes. On rappellera également le souhait de limiter les effets du plafonnement sur l'ISF à l'époque et sur l'IFI désormais. Et enfin, dans le rapport de la Cour des comptes, la volonté de supprimer progressivement toutes les incitations fiscales en matière d'investissement immobilier. Donc, on le voit, l'immobilier a toujours pas le vent en poupe, en tout cas dans les mesures qui sont prises en compte, mais on voit qu'indirectement, la réforme générale de l'IS et du PFU font que l'immobilier, par le biais de ces structures, peut présenter un intérêt. Et donc, mettre en place, acquérir par le biais d'une société civile, par exemple, à l'IS, eh bien, ça peut présenter un vrai intérêt. Alors, sur le démembrement de propriété, maintenant, donc une fois qu'on a une société, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut le coupler avec un démembrement ou est-ce qu'on peut acheter des biens en démembrement? C'est clair que le démembrement, quand c'est possible, ben, ça reste la meilleure option. Alors, dans quel moment, effectivement, cela peut-il être possible? Typiquement, lorsque vous avez un vendeur qui vend un bien immobilier et que le vendeur est à l'IS, eh bien là, vous pouvez, comme avant 2012, continuer à faire des démembrements de propriété dans l'acquisition des biens en ayant votre société à l'IS qui achète l'usufruit et une société à l'IR détenue par les enfants, par exemple, qui achèterait la nue propriété. Ça fonctionne toujours extrêmement bien. Il faut juste que le vendeur soit une structure à l'IS. On rappelle également dans les mesures positives que l'on a eues, cette mesure de la loi de finances pour 2019 qui a permis donc d'opter à l'IS et de révoquer ensuite dans le délai de 5 ans l'option qu'on a pu faire à l'IS. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore très utilisé alors qu'il y a vraiment des cas dans lesquels ça présente un vrai intérêt, donc de pouvoir être pendant quelques années à l'IS, puis soit y rester parce qu'on considère que finalement c'est adapté, soit revenir en arrière et ça peut être tout à fait intéressant d'utiliser cette possibilité-là. Enfin, on peut également envisager d'avoir des structures à l'IS qui détiennent des participations dans des sociétés civiles à l'IR, soit en pleine propriété, soit même en usufruit seulement, sachant que dans les deux cas, ça permet, par l'application de l'article 238 bis-K, de déterminer le résultat de la société civile à l'IR selon les règles de l'IS. On va donc pouvoir amortir le bien par le biais de ce mode de détention. Voilà donc l'environnement dans lequel on est. On constate également qu'on est dans une situation dans laquelle pour l'instant il n'y a pas d'inflation. Je pense que la crise sanitaire va probablement avoir des effets intéressants sur l'immobilier. Et ce qu'on peut déjà ressentir aujourd'hui, c'est que dans les villes dans lesquelles il y a une forte attractivité, par exemple Paris, sur l'immobilier d'habitation, eh bien finalement, on a toujours une demande qui est soutenue et on ne constate pas de baisse de valorisation et de valeur des transactions, ni en volume d'ailleurs. Donc, on a toujours une demande soutenue dans certaines zones qui sont très demandées. Inversement, si on est sur de l'immobilier locatif, ce qui nous intéresse ici, quand on est sur les sociétés avec l'immobilier de rendement et en particulier l'immobilier professionnel, là, on constate déjà une baisse de cet immobilier de l'ordre de 5 à 10% à peu près. C'est ce qu'on peut constater. Dans les zones un petit peu plus exposées, donc moins favorables, les baisses d'immobilier sont plus importantes. Alors, cette question, elle est importante parce que dans les choix entre l'IR et l'IS, la question de la plus-value que l'on aura à terme, eh bien, est une question qui est assez majeure pour savoir si on a plutôt intérêt à aller à l'IR ou plutôt intérêt à aller à l'IS. Donc, l'IS, parfois, mais pas toujours.
Alors, si on essaye de résumer le match hier-IS, donc entre quels sont les gros intérêts, quel est l'intérêt principal en fait du recours à l'IS, à l'IR, pardon, tout d'abord. Ce qu'on voit, c'est que dans les caractéristiques principales du recours à l'IR, on a tout d'abord un taux marginal d'imposition qui est pénalisant. Donc, pour quelqu'un qui se trouve dans une tranche à 41 voire 45%, c'est clair que investir à l'IR est particulièrement pénalisant puisqu'il va supporter et son taux marginal d'imposition, donc sur tous les revenus qu'il perçoit ou qu'il ne perçoit pas d'ailleurs. Enfin, dès lors que c'est du revenu foncier imposable, eh bien, il est taxable, même s'il doit l'utiliser pour rembourser un emprunt. D'autre part, s'ajoutent à cela les prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux, on l'a vu, qui est tout à fait, donc les prélèvements sociaux qui sont très élevés puisqu'ils sont à 17,2%. Je vous rappelle que lors de sa mise en place, les prélèvements sociaux dans les années 91-92 par Michel Rocard, on était à 1,1%, donc on est passé à 17,2%. Et c'est peut-être pas fini parce que si on regarde sur les 30 dernières années, on les a vus monter, les prélèvements sociaux, mais jamais baisser. On constate également que quand on est à l'IR, on a une déduction forfaitaire qui est très faible. On a enfin une imposition, comme je le disais, du résultat dégagé, même si on doit l'utiliser pour rembourser un emprunt. On a une fiscalité pénalisante lors de l'acquisition et pendant la détention. Et enfin, dans une société IR, par contre, on peut avoir un compte courant débiteur, ça, c'est pas très grave. Et le bon côté d'IR, c'est la plus-value à la fin de la période, mais à la fin de la période, c'est dans 30 ans, et dans 30 ans, c'est pour autant que les règles n'aient pas changé d'ici là. Et on pourrait tout à fait imaginer qu'un gouvernement nous dise dans X années, finalement, il n'y a plus d'abattement pour les prélèvements sociaux, dans un but de mutualisation sociale, et on n'aurait un abattement que sur l'IR. On ne peut pas éviter tout ça, on ne peut pas exclure tout cela. Dans l'IS, le gros intérêt, eh bien, c'est qu'on a un taux qui est attractif, 15%, plus 25 ou 28%. On a la déduction des frais réels, donc tous les frais sont déductibles, donc ça c'est très intéressant, et surtout la déduction de l'amortissement. Et enfin, on a la distribution des personnes physiques, la taxation des personnes physiques uniquement sur la fraction qui fait l'objet de la distribution. Et pour terminer, la possibilité de déduire l'intégralité de ses frais d'achat. Donc là aussi, c'est intéressant, ce qu'on ne peut pas faire à l'IR, bien évidemment. En revanche, le jour où on cède, eh bien malheureusement, c'est un petit peu pénalisant. Alors, la question du PFU, est-ce que ça va durer? Eh bien, on espère que ça va durer un certain temps. On a vu que malheureusement, il y a des tentatives pour limiter l'application du PFU dans différents cas de figure et notamment dans les hypothèses de distribution d'un montant qui serait plus significatif. On pourrait aussi imaginer qu'on supprime le PFU dans les sociétés à prépondérance immobilière. Donc, on a des projets de temps en temps qui circulent un peu comme ça. Donc, pour l'instant, rien de complètement arrêté, mais quand même une petite inquiétude générale. Et pour faire un petit exemple chiffré, donc on a un prix d'acquisition de 500 000 euros, des frais et droits de 40 000 euros, un emprunt de 500 000 euros sur 15 ans au taux de 1,2%, un rendement locatif de 7,5% parce qu'on est en dehors de l'habitation à Paris, bien évidemment, on est sur du professionnel et plutôt hors Paris. Et on suppose une hypothèse avec une TMI à 41% et 17,2%, donc toujours de prélèvements sociaux. Et on suppose une plus-value à terme qui serait donc réalisée dans les deux cas. On compare juste maintenant nos deux tableaux. Donc, j'ai une hypothèse IS d'un côté, une hypothèse IR de l'autre. Dans l'hypothèse IR, comme vous le voyez, eh bien, je vais avoir un loyer cumulé sur 15 ans qui va être le même à l'IR qu'à l'IS, bien évidemment. Par contre, du loyer IS, je vais pouvoir déduire mes frais d'acquisition. Je vais pouvoir déduire l'amortissement du bien sur les 15 ans. Donc, l'amortissement que je déduis, c'est l'amortissement de la quote-part des constructions, uniquement, bien évidemment. Alors que du côté IR, pas de chance, je ne peux pas déduire ni mes frais d'acquisition, ni mon amortissement du bien. Les charges financières, je vais pouvoir les déduire si je reviens juste avant, voilà, je peux les déduire dans les deux cas. J'ai donc un résultat imposable en IS qui est plus faible que le résultat imposable en IR. Et puis, bien évidemment, vous avez tous en tête le fait que comme le taux est plus bas, si j'ai une base plus basse et un taux plus bas, eh ben, j'ai un impôt qui est sensiblement plus faible. Donc, on peut regarder et on voit qu'on a un gros gain du côté de l'IS
Et du côté d'IR, par contre, on a un impôt qui est plus lourd. Et donc, la question de la faisabilité même de l'opération n'est pas évidente dans la colonne IR. Si on regarde par contre à la sortie, eh bien là, c'est le contraire. Ça s'inverse. C'est-à-dire que là où j'avais un gros gain dans la colonne IS, ben maintenant, j'ai un gros coût dans la colonne IS. Et c'est logique puisqu'on me pénalise au moment de la sortie. Et en revanche, du côté IR, là où j'avais un coût très, très élevé, eh bien là, au contraire, le délai de détention joue pour moi et j'ai une fiscalité, un impôt sur la plus-value qui est beaucoup plus faible, si bien que j'ai une plus-value nette d'impôt beaucoup plus importante. Donc, si je regarde très rapidement mes deux tableaux, ben, je peux me dire je gagne à peu près autant lors de la sortie à l'IR que ce que j'ai gagné à l'IS pendant la détention. Donc, finalement, les deux régimes se valent. Ben, même si je suis dans un cas comme celui-là, les deux régimes ne se valent pas parce que dans l'exemple précédent, pour pouvoir faire l'opération en IR, je suis obligé d'apporter de l'argent tous les ans. Et donc, si je n'ai pas cette capacité à apporter de l'argent tous les ans, ben, l'opération, je ne peux juste pas la faire. Donc, la question, c'est quand je fais des simulations, il faut voir aussi la faisabilité de l'opération. Et donc, il faut être sûr que le niveau d'apport que je dois réaliser dans les deux cas, eh bien, je suis capable de le faire. Et à l'IS, très clairement, j'ai besoin d'une capacité d'autofinancement beaucoup plus faible. À toi, Serge. Merci, Pascal. On va aborder très, très rapidement le régime fiscal en matière de société civile pour essayer de voir les différents régimes, notamment les régimes de droit commun et les régimes sur option et parfois les régimes où l'on a l'impôt société sans le vouloir. Je vais me permettre d'aller assez rapidement sur ce chapitre, d'abord parce que c'est une partie assez connue, d'autre part parce que Pascal a un peu dépassé son temps de parole, donc il va falloir qu'on rattrape pour pas que vous alliez à l'apéritif avec des apéros trop chauds. Alors, on le sait bien, le régime ALIR, c'est le régime de droit commun d'une société civile qui loue un immeuble nu. Ça, c'est assez classique. Le régime ALIS de droit commun, c'est lorsque la société civile exerce une activité réputée commerciale, et on voit tous le piège, par exemple, de la location meublée, mais on peut avoir exactement le même résultat avec une location commerciale et qui assujettirait le bail à une clause recette, par exemple, en faisant une partie de loyer avec un prix fixe et une partie de loyer calqué sur les recettes ou sur le bénéfice de la société, ce que l'on voit assez souvent dans les centres commerciaux. Et donc, dans ce cas-là, la société civile est à l'impôt société. C'est le régime de droit commun puisqu'elle fait des opérations commerciales. À noter une différence sensible entre le régime de l'IS de droit commun et le régime ALIS sur option, c'est que le régime ALIS de droit commun étant un régime légal qui n'a pas eu besoin d'une option, ça veut dire qu'évidemment, lorsque les conditions d'assujettissement à l'activité commerciale cessent, la société civile revient au régime de droit commun, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, évidemment, en subissant les effets d'un changement de régime fiscal. Mais parfois, ça peut être intéressant parce qu'on va voir que le régime ALIS sur option, comme vous le savez tous, la nouveauté, Pascal l'a rappelé tout à l'heure, la nouveauté, c'est la possibilité, depuis la loi de finances pour 2019, de renoncer à l'option à l'impôt société dans les 5 ans. Mais nous le savons bien qu'en matière immobilière, toutes nos stratégies sont des stratégies à long terme, qui sont des stratégies à 10, 15, parfois 20 ans. Et tout à l'heure, on a vu que la plus grosse pénalisation du régime de l'impôt aux sociétés, c'était la pénalisation de sortie, par définition, à plus ou moins 10 ou 15 ans. Et donc, une renonciation à l'option à l'IS dans les 5 premières années n'est pas d'un très, très grand secours dans une gestion patrimoniale dynamique à long terme. Alors, faut-il opter ? L'option, vous le savez, est une option qui doit être prise par tous les associés, c'est une condition sine qua non, et qui doit être notifiée à l'administration fiscale en fournissant ce que l'on appelle un bilan d'ouverture du régime de l'option. Très généralement, nous faisons ça au 1er janvier de l'année qui suit l'option, et les modalités de cette option consistent à choisir entre l'inscription de l'immeuble à la valeur vénale, à sa vraie valeur, ou à la valeur historique. Si je l'inscris à la valeur historique, je ne paierai pas de plus-value, mais manque de chance, je n'aurai le droit d'amortir que sur le montant de la valeur historique, et encore faut-il savoir que j'aurai définitivement perdu les amortissements que je dois comptabiliser de la date d'acquisition à la date de l'option. Avantage pour l'inscription à la valeur vénale, il est évident que j'inscris mon immeuble à la valeur réelle, économique,
et que c'est sur cette valeur que je vais pouvoir commencer à amortir. Vous avez bien compris que dans ce cas-là, je vais singulièrement augmenter ma dotation aux amortissements et donc écraser mon résultat foncier éventuel. Mais bien entendu, dans ces cas-là, il y a une petite obligation au préalable, c'est que s'il y a une plus-value dans le montant de la valeur vénale par rapport à la valeur historique, il faudra évidemment payer cet impôt de plus-value. Antérieurement à la loi de finances pour 2012, il était simple de faire ce calcul au bout de 15 ans, puisqu'au bout de 15 ans, il n'y avait pas de plus-value, donc c'était un vrai bonheur que d'opter à l'impôt société en mettant une valeur vénale la plus proche possible du marché. Aujourd'hui, il faut attendre, Pascal l'a rappelé, 22 ans, voire 30 ans pour échapper tout à fait à l'impôt des prélèvements sociaux. Donc, ce genre d'exercice est sans doute un peu moins usité parce que ça ne fait jamais plaisir de payer un impôt sur les plus-values par avance, quand bien même on n'est pas sûr de bénéficier des conséquences des lois de finances ultérieures. Alors, on peut être à l'IS sans le vouloir et sans le savoir, j'en ai parlé tout à l'heure, évidemment, les conséquences sont très très graves, notamment en matière de société civile à moitié patrimoniale, où on peut s'amuser à faire de temps en temps des locations meublées saisonnières, mais régulièrement et chaque année, et rien que cette activité-là, vous le savez, assujettit une partie de la plus-value à l'impôt société, et donc, encore une fois, le régime idéal, c'est d'être à l'IS quand on en a envie, et quand on en a envie, c'est soit parce que j'ai une activité commerciale et je peux y renoncer, soit parce que le schéma dont a parlé Pascal tout à l'heure, qui consiste à inscrire les titres de la société civile à l'impôt sur le revenu à l'actif d'une entreprise qui elle-même est à l'impôt société, que ces titres soient inscrits en pleine propriété ou en usufruit seulement, les conséquences seront les mêmes et le régime fiscal indirect dont bénéficiera la gestion de la société civile sera celle de l'impôt société avec les avantages que Pascal a décrits tout à l'heure avec les petits tableaux. Quels sont les critères de choix? Très rapidement, on ne va pas revenir sur le taux marginal d'imposition. Pascal l'a dit très nettement tout à l'heure. Quand on compare évidemment 15% flat avec 45 plus 17, c'est même pas la peine d'avoir fait Mathup ou Mathp pour se dire que l'impôt société est largement plus avantageux. L'imputation des déficits, par contre, peut être un avantage, alors certes limité en matière immobilière, puisque l'imputation des déficits en régime foncier, vous le savez, ne sont permises que pendant 10 ans, alors qu'à l'impôt société, c'est une imputation sans terme. La situation au regard de l'IFI, alors là, on veut simplement attirer votre attention sur la possibilité de bénéficier du plafonnement des impôts. Alors, autant dire que ça arrivera très rarement et là, vraiment dans les cas où on peut singulièrement baisser le montant des revenus et plus particulièrement pour des dirigeants qui éventuellement sont à la retraite. Le mode de financement aujourd'hui pose peu de problèmes tellement les taux d'intérêt sont pour l'instant très très bas. Pourquoi on vise la durée probable de détention? C'est parce qu'en matière de détention directe et privée, il faut attendre 30 ans. Et donc, la problématique peut se poser différemment entre le régime IR et IS, sachant qu'il faut aussi tenir compte de la probabilité d'une cession. C'est les termes les plus difficiles à arbitrer. On ne sait jamais si l'on va céder ou pas. Et je songe par exemple que lorsqu'on inscrit un bien directement à l'actif d'une entreprise à l'impôt sur le revenu et que ce bien est nécessaire à l'exploitation, eh bien on continue à bénéficier de l'exonération au terme des 15 ans grâce à l'article 151 septies. C'est aussi un problème de choix et d'inscription. Et puis enfin, il y a la chance de faire une plus-value. Je crois que Pascal l'a abordé tout à l'heure. Aujourd'hui, dans les grandes métropoles et en tous les cas à Paris, sur les dernières années, on a tous vu des prix de l'immobilier grimper. On avait l'impression que les plus-values allaient grimper jusqu'au sommet des arbres. À l'inverse, c'est au détriment des revenus. Et dans d'autres régions, alors que les revenus peuvent être importants, les espoirs de plus-value sont minces ou nuls. Et donc, évidemment, lorsqu'on est dans une région où il y a un rendement locatif élevé, mais que les espoirs de plus-value depuis plus de 10 ans sont au plus bas, il n'y a aucune raison de ne pas opter à l'IS, puisqu'on aura tous les avantages sans avoir les inconvénients. Alors, la révocation de l'option à l'IS, je l'aborde ça très très rapidement parce qu'on en a déjà parlé, et surtout qu'à titre personnel, et je vais dire, bon, évidemment, c'est une remarque qui m'est tout à fait personnelle et je la partage, mais le fait de pouvoir opter
renoncer à l'option au bout des 5 ans est une conséquence directe du droit à l'erreur, vous savez, instauré par le gouvernement. Et en tous les cas, en matière de technique d'optimisation du patrimoine, ce n'est pas sur du long terme qu'on va pouvoir renoncer à l'option à l'IS. Alors, qui peut renoncer quand je vous laisse y revenir, sachant encore une fois que toutes les sociétés assujetties à l'IR peuvent opter à l'IS et donc renoncer dans des limites assez précises à la fin du mois qui précède la date de limite de versement du premier acompte, parce que c'est important de faire attention à la trésorerie du budget de l'État. Et puis, du coup, on a quelques exceptions d'assujettissement à la cessation d'entreprise dont il faut tenir compte. Mais encore une fois, contrairement aux avantages du démembrement, cette renonciation à l'impôt société, évidemment, emporte les conséquences d'une cessation d'entreprise, c'est-à-dire avec l'imposition des bénéfices non taxés et l'imposition des plus-values latentes. Alors, la vraie conclusion de tout ceci, c'est que ce qui est sûr, c'est que rien n'est certain et qu'on peut aller plus loin sur quelques pistes de réflexion. Et on va surtout voir si, dans ce cas-là, le démembrement a toujours un avantage certain. Alors, avant de passer la parole à Pascal sur ce chapitre, j'ai déjà reçu une question à laquelle on peut répondre. On a une question d'un participant qui dit qu'à l'échéance d'un bail à construction, le bailleur devient propriétaire des agencements et des aménagements. S'il y a poursuite de la location en terrain équipé, la SCI à l'IR bascule-t-elle automatiquement à l'IS? La réponse me paraît assez évidente. À partir du moment où on a les conditions de l'article 35 et d'un terrain qui est équipé, évidemment, la société sera assujettie à l'impôt société, encore une fois sans opter, mais elle sera assujettie de façon quasi certaine. Pascal, je crois que tu peux prendre la parole et comme tu as été un peu disert sur la première partie, il faut te rattraper sur celle-là. Je te remercie, désolé, effectivement. Sur l'immobilier d'entreprise, qu'est-ce qui reste de nos amours démembrés? Eh bien, il reste quand même quelque chose, on va le voir. Est-ce qu'il faut écouter Radio Moquette qui nous dit depuis l'article 13.5 en 2012, on ne peut plus faire de démembrement, c'est de l'abus de droit, etc., etc. La réponse est clairement non. On peut bien sûr faire du démembrement, il faut juste bien comprendre quel est le champ de l'article 13.5. Donc, l'article 13.5 avait pour objectif, en fait, d'éviter les stratégies d'optimisation. Je vous rappelle, le schéma qui était visé était le suivant. Vous avez un chef d'entreprise qui est propriétaire d'un bien immobilier depuis plus de 15 ans. Donc, initialement, c'était plus de 15 ans. Et puis après, les délais d'exonération de plus-value immobilière sont passés à 30 ans. Donc, vous avez un chef d'entreprise qui détient des biens depuis plus de 30 ans, donc qui serait complètement exonéré s'il cède le bien. Et là, il cédait l'usufruit du bien. Et donc, l'entreprise s'endettait pour acheter cet usufruit. Et le chef d'entreprise touchait en une seule fois 15 ans, par exemple, de loyer, et qui n'était pas taxable puisqu'il cédait un usufruit et que l'usufruit n'était pas taxable puisqu'il était le bien depuis 30 ans. Donc, globalement, on était dans un schéma dans lequel ils touchaient en une seule fois tous les loyers et puis ils étaient complètement exonérés. De cette manière-là, eh bien, lui n'était pas taxable. Quant à l'entreprise, c'est intéressant pour elle puisque l'entreprise, ça lui permettait, elle, de payer un coût, de supporter un coût moindre pour l'occupation des biens, puisque l'amortissement de son emprunt sur la durée de l'usufruit lui coûtait moins cher que le loyer. Donc tout le monde était content, le vendeur touchait un net plus important, l'entreprise payait moins, et le seul qui n'était pas content, c'était l'administration fiscale, bien sûr, puisque comme il n'y avait plus d'impôt sur ces flux, eh bien, elle ne percevait plus rien. Donc l'objectif, c'était vraiment de viser ces hypothèses-là et ces opérations de vente à soi-même. En fait, simplement, malheureusement, l'arme utilisée est beaucoup plus large que ça et ça vise finalement toutes les cessions, en tout cas toutes les cessions par des personnes physiques ou des personnes qui sont taxables ou des sociétés qui seraient en transparence fiscale. Et donc, à chaque fois que j'ai un cédant qui, à ce moment-là, cédait la nue propriété d'une part et l'usufruit d'autre part, ou cédait l'usufruit simplement de manière temporaire, eh bien, il se trouve dans le champ d'application. Et quand on est dans le champ d'application, c'est 100% du prix de vente de l'usufruit temporaire qui est taxable. Autant vous dire que c'est complètement dissuasif, bien évidemment. Alors,
La question, c'est que finalement, où en est-on aujourd'hui? On voit que cette mesure, elle a quand même fait elle a provoqué un coup d'arrêt. On va juste dire que lorsque mon vendeur est une société à l'IS, les schémas d'achat direct de l'usufruit des biens immobiliers restent un schéma tout à fait adapté. Le problème, c'est que tous les vendeurs ne sont pas à l'IS. Et donc, quand le vendeur n'est pas à l'IS, à ce moment-là, la pratique et les professionnels ont développé un autre schéma que vous voyez s'afficher. C'est un schéma dans lequel vous avez la société qui va procéder à l'acquisition du bien immobilier. Cette société, qui est une société civile, c'est la société qui est au milieu dans notre schéma ici et qui détient le bien immobilier. Cette société va donner le bien immobilier en location à la société d'exploitation. Donc jusque-là, je dirais, on est dans un schéma très classique. L'élément qui est un peu moins classique, donc, et c'est très classique, pourquoi? Parce que dans ma société civile qui a acheté le bien immobilier, à l'actif, j'ai le bien immobilier, au passif, j'ai l'emprunt que j'ai contracté, si bien que la valeur des parts de ma société est proche de zéro, puisque j'ai un montant d'actif qui est égal au montant du passif. Puis la société donne le bien en location à la société d'exploitation. La société civile, à l'IR, donc, ou à l'IS, va donc recevoir à ce moment-là un loyer. Alors, le schéma qui est intéressant, et comme on va le voir, si on revient juste une toute petite seconde sur le schéma précédent, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse avoir la personne physique qui détient la nue propriété des parts de la société civile et que la société d'exploitation détienne l'usufruit des parts de la société civile. Donc, l'idée, c'est que la personne physique va vendre son usufruit à la personne morale. Et du coup, par le biais du 238 bis K, comme on l'évoquait tout à l'heure, on va pouvoir amortir le bien qui est détenu par la société civile, mais à la fin de l'usufruit temporaire, on récupère une société civile à l'IR, et c'est là tout l'intérêt du schéma, comme on va le revoir tout à l'heure. Alors, toutes les questions qui se posent, c'est très bien quand on fait ça, mais alors combien vaut l'usufruit qui est cédé? Parce que c'est l'usufruit des parts d'une société civile. La société, elle a à l'actif un bien qui vaut 1 million, au passif une dette d'1 million. Est-ce que les parts, elles valent vraiment juste 0 € ou 1 euro? Ensuite, qui paye quoi? C'est-à-dire, quel est le prix de cession et comment on va, d'une part, le déterminer? C'est la société d'exploitation qui va donc acheter cet usufruit sur une durée qui va donc dépendre des objectifs qui sont poursuivis. À quel moment va-t-on céder l'usufruit temporaire? Ce sera probablement dès le début de la structuration de l'opération, c'est-à-dire à un moment où la société civile a encore une valeur assez faible. Pourquoi faut-il démembrer? Eh bien, c'est principalement pour pouvoir amortir le bien pendant cette période de démembrement, puisque l'usufruit des parts de la société civile à l'IR serait détenu par la société d'exploitation à l'IS. Et donc, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai un risque d'acte anormal de gestion? Est-ce que j'ai un risque d'abus de droit? On va y revenir dans la deuxième partie, en tout début d'après-midi, sur ces questions-là, pour voir justement quels sont les risques qu'on a et quelles sont les précautions à prendre pour éviter ce type de risque. La grosse question également qui se pose, c'est valeur économique et valeur fiscale. Vous savez qu'en matière de démembrement de propriété, on a une valeur économique qui est la valeur vénale de l'usufruit et on a une valeur fiscale qui est définie par l'article 669 du Code général des impôts, qu'on va voir s'afficher juste là. Alors, pardon, excusez-moi, oui, voilà, sur l'article 669, donc vous voyez que ça dépend directement de l'âge de l'usufruitier. Donc, lorsqu'on est sur des usufruits viagers, on va prendre l'âge de l'usufruitier, on va définir la valeur de l'usufruit en fonction de la dizaine dans laquelle l'usufruitier se trouve. Plus il est dans une dizaine élevée, plus son usufruit vaut peu cher, ce qui est logique, puisque l'usufruit va s'éteindre au moment de son décès. Donc, plus il avance, plus il se rapproche de la date du décès, forcément, moins son usufruit vaut cher. Pour la nue propriété, c'est l'inverse. Et donc, la nue propriété, elle a d'autant plus de valeur qu'on avance dans le temps. Lorsqu'on est dans des opérations d'usufruit temporaire, ce n'est pas l'article 669.1 qui nous intéresse, mais le 669.2. Et le 669.2 nous définit la valeur fiscale de l'usufruit temporaire comme étant une valeur de 23% par période de 10 ans. Donc, si du point de vue fiscal, vous avez un usufruit temporaire de 3 ans, 5 ans ou 8 ans, dans les 3 cas, c'est la même valeur fiscale de l'usufruit temporaire, puisque c'est forfaitairement 23% par période de 10 ans. Combien vaut cet usufruit temporaire? Ça, c'est la vraie question, parce qu'on a la valeur
civile d'une part, donc la valeur économique d'une part, et on a la valeur fiscale d'autre part, sachant que ces deux valeurs ne sont pas utilisées pour la même chose. Quand je dois déterminer la valeur à payer, ben je prendrai la valeur économique et la valeur vénale. Lorsque par contre je dois payer les droits d'enregistrement, eh bien je vais retenir le barème fiscal parce que je suis obligé de retenir le barème fiscal dans cette situation-là. Merci Pascal. Donc, nous allons essayer de répondre à cette question, en vérité en tant que praticien, mais aussi en tant que juriste et peut-être aussi observateur ou analyste de la jurisprudence qui a été assez abondante en la matière. Dans l'intervalle, on nous a posé une question sur ce que j'appellerais aujourd'hui le démembrement inversé et le fait de pouvoir être taxé de l'abus de droit dans un démembrement inversé. Et comme nous allons y répondre à travers les slides dans le courant de l'après-midi, je renvoie notre auditeur attentif à cet après-midi. On répondra assez précisément à cette question. Serge, je crois que ton micro est coupé, Serge. Effectivement, j'avais cliqué sur le mauvais bouton. C'est plus pratique quand le micro est allumé. Je disais donc que l'arrêt Lucotel allait sans doute marquer les fiscalistes et le démembrement de l'immobilier d'entreprise d'une manière générale, puisque cette société qui possède et dirige un hôtel pas loin de cette merveilleuse Vosges dans l'est de la France, a connu un litige avec l'administration fiscale, aussi bien sur la valeur économique dont vient de parler Pascal, qui est forcément calculée de façon économique, que sur la valeur des droits d'enregistrement sur la cession temporaire de l'usufruit des parts. Et donc, nous allons avoir deux réponses. D'un côté, les tribunaux administratifs, de l'autre côté, les tribunaux judiciaires. Et ça va nous permettre de faire un tour de piste relativement précise sur ce qu'il convient de faire pour calculer le démembrement des parts de sociétés civiles immobilières. Alors, déjà, pour faire ce calcul, tout le monde est aujourd'hui d'accord, c'est déjà un premier miracle. Tout le monde est aujourd'hui d'accord pour dire que calculer l'usufruit temporaire, que ce soit d'un bien immobilier détenu en direct d'ailleurs, que sur les parts d'une société civile immobilière, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut être obtenu que par l'actualisation de fruits futurs. Alors, on va appeler ça l'actualisation des cash flows, d'autres vont appeler ça les discounted cash flows, mais au moins, les tribunaux, les praticiens que nous sommes, et maintenant l'administration fiscale sur les 2-3 affaires dont on va parler rapidement, est d'accord pour, sur le plan économique, déterminer la valeur de l'usufruit de parts de société civile sur les cash flows. Mais à peine avons-nous entériné cet accord de principe que se posent deux questions. Lorsqu'on parle de cash flow, eh bien, on actualise des cash flows. Donc, première question, qu'est-ce que l'on entend par cash flow? Et deuxième question, avec quel taux convient-il d'actualiser ces cash flows? C'est évidemment à ces deux questions que l'on va tenter de répondre aujourd'hui, assez rapidement, sur la base des arrêts de jurisprudence. Alors, il y a eu quand même pas mal de tergiversations, et notamment sur Lucotel, l'une des grandes techniques était de dire est-ce qu'il faut prendre le taux de rendement du bien? Est-ce qu'il faut tenir compte de l'actualisation du loyer? Ou est-ce qu'il faut prendre, on le verra tout à l'heure, est-ce qu'il faut prendre les taux de marché? Dans Lucotel, le litige portait sur l'application ou non de l'indexation du loyer. Et lorsque on ajoute le montant de l'indexation du loyer au taux de rendement du bien, on passe d'une actualisation de 5,26 à un taux d'actualisation de 8,26. Et sur une très longue période, j'insiste, sur une très longue période, les différences sont assez peu sensibles et permettent correctement de faire une évaluation de la valeur de l'usufruit. On va y revenir tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi de temps en temps ça ne marche plus. Voilà. Alors, il y a eu pas mal d'arrêts, notamment aussi la tribunal administrative de Strasbourg, qui
dit que le contribuable avait raison de tenir compte non seulement des loyers constants, mais également des loyers indexés, puisque dans ce loyer indexé, évidemment, quand le loyer augmente de 3% par an, ça profite incontestablement à l'usufruitier qui récolte les fruits. Mais ça profite très directement également aux nus propriétaires, puisqu'une augmentation du loyer contribue, vous le savez bien sûr, à augmenter sensiblement la valeur patrimoniale de l'immeuble. Alors, tout ceci, en fait, a été clarifié par le Conseil d'État par un arrêt très important du 24 octobre 2018. Le Conseil d'État a clarifié la situation, mais à sa façon, c'est-à-dire qu'elle a posé les fondamentaux de cette évaluation en disant évidemment, le taux de rendement du bien est un taux indispensable pour permettre d'apprécier les cash flows dans une structure immobilière. Alors, c'est déjà une très bonne réponse, hein, ça nous permet d'éviter et de passer au chapitre suivant. On ne va pas aller chercher les taux des capitaux du marché, les taux sans risque, tels que l'avait préconisé le rapporteur public dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes. Par contre, que nous dit le Conseil d'État? Nous dit qu'il faut choisir le taux de rendement interne qui permet d'obtenir un rendement égal entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Alors, il faut calculer un taux de rendement interne qui permet d'offrir une même rentabilité à l'usufruitier et au nu propriétaire. En disant cela, de façon explicite, elle dit que le fait de ne retenir que le taux de rendement du bien et de n'appliquer le calcul qu'au cash flow constant, évidemment, ça avantage l'usufruitier, et si ça avantage l'usufruitier, ça vient contrecarrer les espoirs de plus-value du propriétaire, et donc la conclusion qu'il fallait en tirer sur ce chapitre-là est bien de retenir le taux de rendement du bien augmenté du taux d'indexation. Alors, pardonnez-moi de cette précision sémantique, mais je vais revenir sur le slide précédent parce que augmenter du taux d'indexation, ça ne veut pas dire indexer du taux d'augmentation du loyer. C'est l'erreur qu'avait faite l'administration fiscale. Et c'est une erreur sémantique, sans doute qu'elle n'avait pas poussé son crayon assez loin, parce que l'administration fiscale avait dit du coup, eh bien, s'il faut tenir compte de l'indexation, ce n'est pas compliqué, on va tenir compte du rendement du bien indexé du taux d'indexation. Alors, dans l'exemple fameux Lucotel, nous avions une valeur de bien de 730 000, on avait un loyer de 38 000 et des brouettes, ce qui nous faisait un taux de rendement de 5,26, mais le bail prévoyait une indexation de 3% par an. Et l'administration fiscale a dit, donc, pour calculer mes cash flows, je vais prendre comme taux d'actualisation 5,26 indexé de 3%, c'est-à-dire 5,26 multiplié par 1,03. L'année suivante, c'est le résultat obtenu multiplié par 1,03. Et ceci pendant 18 ans. Je pense que l'administration n'avait pas fait le calcul jusqu'au bout, parce que lorsque l'on procède de la sorte, la valeur de l'usufruit à l'instant T d'un immeuble de 730 000 équivaut à 1 520 000, ce qui démontre un léger problème à l'allumage. Et donc, le raisonnement commençait bien, mais était vicié dans son interprétation, alors que lorsque l'on fait le calcul en prenant le rendement du bien, 5,26, augmenté du taux d'indexation de 3%, 8,26, on arrive à trouver une valeur de l'usufruit de 486 187, qui semble beaucoup plus cohérent avec la valeur en pleine propriété à l'instant T de 730 000, puisque vous le savez, le barème sur 18 ans nous donnerait 46%. Et donc là, on est dans une fourchette tout à fait acceptable, à la différence essentielle que l'on a respecté les contraintes imposées par l'arrêt du Conseil d'État, qui est de donner un taux de rendement interne qui égalise le rendement pour l'usufruitier et le nu propriétaire. Alors, on refait un petit tour de jurisprudence pour dire que certaines décisions préconisaient de tenir un taux de rendement externe, c'est-à-dire le taux de rendement du marché, y compris pourtant un avis très documenté du rapporteur public dans l'affaire Lucotel à Nantes, qui voulait prendre le coût des capitaux propres, mais honnêtement, heureusement que le Conseil d'État a dû mettre de l'ordre là-dedans, parce que c'est quand même pas logique
de retenir par exemple 5%, qui est le taux des capitaux habituellement utilisé dans les marchés, alors que dans une SCI, on a un rendement de 3% et dans l'autre SCI, on a un rendement de 12%. La logique économique et financière n'était pas respectée. Et donc aujourd'hui, on est au moins absolument rassuré sur le taux d'indexation qu'il faut retenir. Et donc la conclusion à retenir maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit en commençant cet exposé que nous avions deux sujets à débattre. Quel taux faut-il retenir? Bon, maintenant on le sait, c'est le taux de rendement du bien augmenté du taux d'indexation du loyer. Sur quelle base faut-il retenir ce taux? En d'autres termes, qu'est-ce que l'on appelle un cash flow? Et alors, le cash flow, évidemment, quand on parle de cash flow d'une action du marché boursier, il est évident que c'est le dividende distribué par la société. C'est quoi le dividende distribué par la société? C'est la trésorerie qu'elle a pu mettre de côté après avoir payé toutes ses charges, après avoir éventuellement payé, après avoir payé ses impôts, et ça dépend donc de la contribution qu'elle veut donner à ses actionnaires en payant un dividende sur lequel l'impôt a été précompté. Est-ce qu'elle va distribuer la trésorerie qu'elle n'a pas? Sous-entendu, est-ce que lorsqu'elle a un emprunt à rembourser, elle va d'abord privilégier le remboursement de l'emprunt, ça paraît assez logique, et d'ailleurs elle n'a pas le choix, plutôt que ses actionnaires? Eh bien, c'est pourtant ce débat, au demeurant, qui nous paraît, nous, tellement logique, c'est ce débat qui a opposé l'administration fiscale aux pauvres propriétaires de Lucotel. Et malgré des conclusions favorables du rapporteur public, Florian Duneau avait dit que le cash flow dont il fallait tenir compte, c'était évidemment le montant du loyer moins les charges locatives traditionnelles, diminué du remboursement de l'emprunt, parce qu'évidemment, une société ne peut pas distribuer la trésorerie qu'elle n'a pas, donc diminuer du remboursement de l'emprunt, et ce montant dont il fallait déduire un impôt théorique de 33%, c'est ce montant qu'il faut actualiser. Eh bien, à notre grande surprise, à l'époque, l'administration fiscale et la Cour administrative d'appel de Nantes ont tenu compte des cash flows, ont tenu compte de l'impôt, mais n'ont pas tenu compte du remboursement de l'emprunt, ce qui était quand même une décision qui était ahurissante. Et heureusement que là aussi, le Conseil d'État est venu mettre un peu d'ordre dans cette pratique par une décision. Alors attendez, on va revenir. Voilà, par une décision très importante. Vous voyez qu'il est arrivé assez vite après l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes. Je vous le rappelle, c'était au mois de mai 2018 de mémoire, ou avril 2018. Et le Conseil d'État, dès le 30 septembre 2019, a dit l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de part sociale n'a pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui doit tenir compte évidemment, notamment, des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunt ou des sommes mises en réserve pour le financement d'investissements futurs. Qu'est-ce qu'elle dit en termes juridiques non équivoques? Elle dit évidemment que les dividendes que peut distribuer une société civile, ce sont les dividendes qui dépassent, c'est l'excédent des revenus, le loyer sur les charges, mais également moins le remboursement de l'emprunt, puisque, encore une fois, elle ne peut pas distribuer la trésorerie qu'elle n'a pas. Pourquoi le Conseil d'État n'a pas donné son avis sur la prise en compte de l'impôt? Alors, à mon avis, pour une raison très très simple, enfin quand je dis mon avis, c'est partagé par un certain nombre d'intervenants, sauf un, mon ami Pierre Fernoux, je vais revenir sur ce point. Devant la Cour administrative d'appel de Nantes, tout le monde était d'accord pour la prise en compte de l'impôt. Évidemment, Lucotel, mais évidemment l'administration fiscale qui non seulement l'a admis explicitement, mais je rappelle au passage que cette prise en compte de l'impôt figure expressément dans le guide d'évaluation qu'elle publie chaque année à la partie 8, je crois, sur les modalités d'évaluation des parts de sociétés civiles immobilières. Donc, un arrêt de cour administrative d'appel qui est frappé de pourvoi sur un sujet de prise en compte ou non de l'amortissement
mais sur lequel la prise en compte de l'impôt était tout à fait acceptée par les deux parties, il est évident que le Conseil d'État ne pouvait pas répondre à une question qu'on ne lui posait pas, et donc il a juste dit que les dividendes à prendre en compte étaient très exactement les revenus que la société civile pouvait distribuer, donc loyer moins charges de locataires, moins remboursement d'emprunt, le tout diminué de l'impôt théorique qui sera payé par les associés pour rendre équitable toutes les modalités de prise en compte de l'impôt. Alors évidemment, si on voulait faire une synthèse aujourd'hui, il va rester un petit problème en suspens qui est le droit d'enregistrement dont tu as parlé tout à l'heure, Pascal. Mais aujourd'hui, nous savons bien que pour évaluer un usufruit temporaire, il faut retenir la méthode DCF. Attention, nous sommes dans l'évaluation de la partie économique. Il faut retenir la méthode DCF, il faut tenir compte de l'impôt société acquitté par l'usufruitier et il faut tenir compte d'un taux d'actualisation qui prend comme référence le taux de rendement net du bien et majoré de l'indexation du loyer, le tout s'appliquant évidemment sur le rendement diminué de l'impôt. Et donc, on verra en fin de programme avec les interventions de Pascal et de moi-même qu'il faut prendre certaines précautions juridiques pour limiter les revenus distribuables à la trésorerie disponible, mais en pratiquant de la sorte, il ne reste quasiment plus aucune prise classique en matière d'évaluation pour une confrontation avec l'administration fiscale. Et donc, on voit bien que, en ce qui concerne le démembrement classique, le démembrement de l'immeuble, on voit bien que ce n'est plus possible lorsque le vendeur est assujetti à l'impôt sur le revenu, Pascal l'a rappelé abondamment tout à l'heure. Malgré tout, il faut bien dire qu'il y a encore de nombreux détenteurs d'immeubles assujettis à l'IS. Et on voit bien que lorsque on cède où l'on apporte l'usufruit temporaire des parts de la société civile, aujourd'hui, l'écart, on va arriver à des calculs en général relativement faibles et que la taxation en termes des revenus fonciers a un impact réel maximum de 26%. Pourquoi 26%? Tous vos clients ne seront taxables à l'impôt sur le revenu au maximum qu'à 45%, alors que la plus-value est taxable à 19%, donc le risque maximum de voir taxer à l'impôt sur le revenu une cession temporaire de part de société civile, c'est 26%. Et comme l'on sait qu'en général, les assiettes de l'usufruit temporaire sur une période de 15, 18 ou 20 ans sera compris dans des fourchettes entre 8 000 et 15 000 au maximum, on voit bien que le contexte, ce n'est pas le surcoût de l'impôt. Quand on regarde tous les avantages du démembrement en matière juridique, économique et fiscale, on voit bien que le démembrement a encore de très 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 beaux jours devant lui. Juste un petit rappel sur les droits d'enregistrement avant de faire la pause, et j'aurais presque quasiment rattrapé un peu de retard. C'est en matière d'enregistrement. Souvenez-vous, Pascal vous a dit tout à l'heure, en matière d'enregistrement, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre le barème de l'article 669-2 qui impose qui calcule la valeur de l'usufruit sur 23, 46 ou 69% de la pleine propriété, suivant que vous déteniez le bien sur plus de 10 ans, de 20 ans ou moins de 30 ans. Vous le savez tous, hein, l'usufruit qui n'est pas accordé à une personne physique ne peut durer que 30 ans, donc les usufruits accordés à une personne morale ne peuvent pas aller au-delà de 30 ans. Mais quelle est la valeur de la pleine propriété d'une SCI qui a un capital de 1 000 € et qui vient d'acheter un immeuble et qui vient d'emprunter 100% du prix d'acquisition? La réponse logique et économique, c'est 1 000 €. Mais dès que l'on dit ça, on n'est pas bien à l'aise, parce que comment démontrer qu'à l'instant T, la pleine propriété des parts de la SCI vaut 1 000 € et que l'usufruit des parts sur 15 ou 20 ans vaut 12 000 ou 15 000 €? On est mal à l'aise et on a raison de l'être. Alors, cette partie a aussi fait l'objet d'un jugement sur l'affaire Lucotel, encore lui, c'était une vraie histoire d'amour entre Lucotel et l'administration fiscale, mais cette fois-ci, vous l'avez deviné, s'agissant de droit d'enregistrement, nous sommes devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, et donc l'administration fiscale avait fait un calcul qui commençait par dire on ne peut pas prendre
on ne peut pas prendre comme base d'évaluation que la valeur mathématique. D'ailleurs, nous sommes d'accord pour constater que la valeur mathématique est à 0. Vous voyez, ils vont même encore plus loin que nous. Ils sont d'accord pour voir fixer la valeur mathématique à 0. Par contre, il faut tenir compte de la valeur de productivité. Et la valeur de productivité, eh bien, c'est le revenu procuré par la SCI que divise un taux de capitalisation. Toute règle qui figure d'ailleurs, encore une fois, expressément dans son guide d'évaluation. Et donc, sur l'affaire Lucotel, elle avait conduit à proposer une valeur qui excédait très notoirement les 1 000 € que Lucotel avait soumis au droit d'enregistrement. En fait, tous ces débats pour dire que entre les prétentions de l'administration qui conduisaient dans un premier temps à un rappel de 600 000 €, c'est-à-dire que pour l'administration, la valeur de la pleine propriété à l'époque T0 était de 600 000 €. Ça veut dire que un bien que l'on venait d'acheter 730 000 et sur lequel on avait emprunté 730 000 valait 680 000 €. Bon, c'était évidemment très largement exonéré. Mais d'un autre côté, dire que c'était 1 000 €, c'était aussi très largement exagéré. Et la Cour, avec un calcul qu'on a eu beaucoup de mal à reconstituer, est partie d'un revenu avec un taux de capitalisation amoindri et qu'en faisant une moyenne entre la valeur mathématique de 0 et cette valeur de productivité, elle a retenu un usufruit qui sera donc in fine fixé à 1 698 €. Vous voyez que en fait, il a fallu aller jusque devant une cour administrative d'appel pour voir juger pour arriver à un écart entre 1 698 et 460 €. L'enjeu était relativement faible, alors même qu'au départ, il était de plus de 600 000 €. Qu'est-ce que l'on vous préconise, faute de mieux? Eh bien, c'est d'utiliser le barème à rebours, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à évaluer un usufruit économique, par exemple, à 10 000 €, eh bien, ça veut dire qu'en prenant la correspondance avec le barème qui évalue à 23% les périodes de 10 ans, ça veut dire que l'on reconstitue une valeur de la pleine propriété et qui va aboutir, évidemment, en appliquant les 46% à un montant de 10 000 €. Cet atelier-là, enfin, cette technique-là a deux avantages. C'est que, d'une part, elle égalise la valeur économique et la valeur soumise à enregistrement, et que, deuxièmement, elle a son fondement, malgré tout, sur un article 669 qui est parfaitement opposable à l'administration fiscale, parce que, en ce qui nous concerne, calculer la valeur de productivité d'une société civile dont on sait qu'elle ne va pas distribuer le moindre euro à son propriétaire pendant 15 ou 18 ans, personne ne sait faire. On a trouvé là une solution qui peut permettre de préserver, si vous me passez l'expression, la chèvre et le chou. Et donc, cela nous amène à la date quand faut-il démembrer. C'est évidemment avant le 31 décembre, tel que vous l'a expliqué tout à l'heure rapidement Pascal. Et en ce qui concerne les 3 bonnes raisons de démembrer, il vous a aussi donné tout à l'heure les 3 grandes raisons. Je vous promets qu'on y reviendra un peu plus en détail quand on parlera des cas pratiques tout à l'heure, parce qu'évidemment, on va corroborer tous ces exemples par un cas pratique dont je vous propose de commencer l'étude après la pause déjeuner. On se retrouve tous à 14 heures précises. Bon appétit, bon congrès, bonne visite sur les stands et à tout à l'heure.